Chapitre 10 Système de la colonie frontalière Boucher, 2 septembre 2406. Ce qu'on voyait en parcourant les couloirs de la ST Soran n'était que sobriété. Des parois et des panneaux faits d'alliage gris, à la seule exception du tiers inférieur des murs qui était teinté d'un bourgogne chaleureux. Ce navire était le seul de la flotte à présenter ce genre de soucis esthétiques, probablement parce qu'il s'agissait du porte-étendard de la Terre. Toutefois, cette observation était loin des pensées du capitaine Cassandre Garrett au moment où elle parcourait ces mêmes couloirs en direction du hangar des navettes. Elle avait fini de réviser pour la 10e fois la mission qui s'amorçait et maintenant son esprit ne pouvait s'empêcher de s'attarder sur ses amis Tariq et Laurie. Ces derniers étaient des amis de l'Académie qui étaient affectés à l'EST Édimbourg, navire responsable de la sécurité dans ce secteur, et avec lequel tout contact avait été rompu en même temps que la colonie. La jeune capitaine ignorait à quoi elle devait s'attendre, puisque les appareils de détection du Soran n'avaient détecté aucun débris en entrant dans le système. Cassandre se rappelait le moment où ses amis avaient décidé de commencer à sortir ensemble, ignorant ainsi le manque flagrant d'intimité possible à bord d'un navire militaire. Il y avait déjà 4 ans de cela et leur couple tenait toujours la route. Cette idée ne pouvait que réjouir le côté optimiste de la jeune femme. Les images de sa jeunesse étaient presque toutes heureuses, même si tout n'avait pas toujours été facile pour l'équipage du jour de victoire. Les passagers du paquebot spatial où elle avait grandi avaient toujours su attiser la joie de vivre de la petite Cassandre. Et lorsque plus tard elle était partie pour l'Académie, tous ses souvenirs l'avaient aidée à supporter les désillusions du monde adulte. Une fois confrontée aux dures réalités de la guerre froide, son passé était devenu sa principale source de motivation. Elle entrait dans le hangar d'un pas vigoureux quand elle lança un regard au lieutenant Kessler et à l'enseigne Cadorette qui la suivaient silencieusement. Le premier était l'officier scientifique en chef et la seconde était la première assistante médicale. Cette dernière illustrait bien la tension générale qui s'était insinuée dans l'équipage depuis le décollage. Elle affichait un regard inquiet et distant, qui s'éclaircit partiellement quand Cassandre lui mit amicalement une main sur l'épaule. Ils avançaient tous les trois vers une navette de type éclaireur. Celle-ci était arrimée au centre du hangar, à l'endroit où le plancher s'arrêtait pour faire place au vide de l'espace. À mi-chemin de la navette, Kessler bifurqua pour aller s'entretenir avec un matelot qui l'interpellait. Adoptant une démarche empressée, l'Allemand ne cachait pas qu'il n'avait pas de temps à perdre. Cassandre le choisissait souvent pour des missions de ce genre, car il avait beaucoup d'expérience et surtout un esprit très éclairé, quoiqu'un peu arrêté. Cadorette, quant à elle, était surtout très efficace et rapide lorsque ses compétences étaient requises. Aux abords du petit vaisseau de 22 mètres, une équipe d'entretien finissait l'inspection avant le départ. Parmi ce groupe, 2 matelots semblaient discuter davantage qu'ils ne travaillaient. Les matelots de première classe, Nielsen, et de deuxième classe, Braxton, étaient d'ailleurs ceux qui devaient embarquer dans la mission avec les 3 officiers. À l'approche de ces derniers, Samuel Nielsen se retourna tranquillement vers le capitaine, affichant un sourire qui frisait l'arrogance. « Capitaine ?» Il y a 7 ans, lorsqu'elle était encore un peu jeune pour son grade, elle aurait considéré une telle approche comme de l'insubordination. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'une attitude parmi tant d'autres. « Bonjour, Monsieur Nielsen. Vous êtes prêt pour l'embarquement ?» dit Cassandre en regardant la soute d'armement ouverte. « Oui, madame, » répondit le technicien en information de combat pendant que son acolyte mécanicien verrouillait la dite soute. « Eh bien, en selle, messieurs, » ordonna le capitaine en se dirigeant vers le sas d'entrée du véhicule. Le capitaine Garrett lisait très bien le regard du jeune Américain aux cheveux bruns à son endroit. Il était de ces Don Juan qui ne peuvent s'empêcher de déshabiller une jolie femme des yeux. Elle aurait très bien pu le snobber en le considérant comme un obsédé, mais elle n'avait pas l'habitude de porter rigueur aux gens pour leur faiblesse. De plus, ce regard lui rappelait agréablement que le temps n'avait pas encore eu trop d'emprise sur son apparence. Cependant, elle hésitait davantage à s'avouer que ce réconfort était aussi stimulé par le charisme de celui qui la regardait. Sam Nielsen lui rappelait beaucoup sa jeunesse, où il avait connu nombre de jolis matelots et de jeunes voyageurs aux airs bohèmes. Ces beautés sauvages qui, lorsqu'elle était adolescente, l'envoûtaient par leur désinvolture.
ces mâles avec lesquels elle ne pouvait s'empêcher de jouer au jeu du refus et de la tentation. Plus tard, elle avait fini par dominer ses instincts et aujourd'hui, elle avait acquis d'autres soucis. La vie semblait si simple dans ce temps-là, avant qu'elle ne se lance dans les accomplissements et les responsabilités de sa carrière. Liste des vérifications complétée, capitaine. Tout le monde était en place et paré au départ. Merci, matelot. Amiral, nous sommes prêts au décollage. Bien, capitaine. Soyez prudente. Même par l'intermédiaire de l'intercom, Cassandre pouvait discerner que la tension générale n'avait assurément pas épargné Andy. Il n'était pas du genre à lancer un pareil souhait à la légère. Tous savaient que si c'étaient les Oxphasiens qui étaient derrière cette affaire, il était plus que probable qu'ils aient un navire camouflé dans les parages. Bien compris, amiral, nous le saurons. Navette éclaireur, paré au lancement. À bien y penser, l'amiral semblait beaucoup plus tendu que le reste de l'équipage. Ce ne serait pas la première fois, bien sûr, mais il y avait quelque chose de bizarre dans son regard depuis ce matin. Il était sûrement la seule personne que Cassandre n'avait pas le réflexe de toucher quand elle le sentait tendu. Le mur invisible qui l'entourait était bien trop imposant. Mais quand elle était allée le chercher dans sa cabine tout à l'heure, elle en avait eu envie. C'était la première fois qu'il ne l'attendait pas arriver, même avec sa musique. Il avait peut-être lui aussi perdu quelqu'un dans cette atrocité. Dieu Tout-Puissant! Les mots de Cadorette ramenèrent l'attention de tous vers ce qui était inéluctablement visible par la vitre du cockpit. La navette était sortie du Soran et à plus ou moins 200 000 km d'un spectacle qui ne pouvait laisser indifférent. La planète de la colonie présentait un cratère titanesque qui trouait un quart de sa surface visible. L'atmosphère de la planète semblait plus tumultueuse que les légendaires vents de Neptune, et les nuages avaient commencé à se déverser dans l'espace, ce qui enfumait abondamment les abords du cratère. Au centre de ce dernier, une intense lueur orangée semblait enflammer les vapeurs qui osaient s'en approcher. Le cratère couvre la zone de la colonie et il semble même que le centre administratif en ait été le point d'origine, dit Kessler d'une froideur qui glaça presque le sang du capitaine. Et ces nuages, ajouta-t-elle en tâchant de ne pas faire paraître son inconfort face à l'attitude du scientifique. Il semble que l'atmosphère ait été percée par... Il cherchait ce qui avait bien pu causer un tel cratère, et Samuel Nielsen saisit cette hésitation pour énoncer sa théorie. Cette explosion d'antimatière, seule une décharge d'antimatière peut percer une atmosphère de cette façon. Voilà qui était de mauvais augure. Il n'y avait que les Oxphasiens qui maîtrisaient bien ce type d'armement. L'officier commandant regarda son attaché scientifique qui lui répondit par un hochement de tête. Sam avait raison. Quelle est la distance de sécurité recommandée, M. Nelson? Au-delà de 3000 km du pourtour, nous ne devrions pas avoir de problème, madame. Cela pouvait sembler un peu excessif pour une explosion ayant déjà eu lieu, mais l'antimatière était un élément totalement imprévisible et qui pouvait laisser des traces dans l'espace où il était déchargé. De plus, ces traces étaient quasiment indétectables. Il n'était pas surprenant que l'unité galactique en ait restreint l'usage aux expériences théoriques. Ainsi, l'agile doigté de pilotage de Cassandre amena doucement l'appareil à la dite distance de sécurité. La colonie couvrait maintenant tout l'espace visible et l'on pouvait voir beaucoup plus de détails confirmant la théorie de l'antimatière. La lueur orangée au centre du cratère était celle du manteau de magma de la planète qui s'échappait lentement dans l'espace à la manière de gouttes de condensation tombant vers le haut. Le champ gravitationnel était donc lui aussi troué et créait un tourbillon visible par la matière en fusion s'échappant des entrailles de la planète. « Bon sang, vous avez vu ça? Il y a des éruptions volcaniques et des orages sur toute la surface. » chuchota l'assistante médicale en pointant les lumières blanches et orangées qui perçaient l'épaisse couche de nuages autour du cratère. La planète a perdu 20% de sa masse en quelques instants. Tout s'est trouvé débalancé, répliqua Kessler tout aussi froidement.
Est-ce que nous avons une autre hypothèse que la décharge d'antimatière? Il ne faudrait pas sauter trop vite aux conclusions, demanda Cassandre à l'intention du scientifique. Un impact d'astéroïde ne pourrait-il pas provoquer un tel débalancement? Non, un tel impact ne percerait jamais plus loin que la croûte terrestre, et affecterait tout autrement l'atmosphère. Soudain, la navette fut prise de violentes secousses et commença à s'approcher du tourbillon de lave. Le capitaine éprouvait de graves difficultés à manœuvrer. Assis à sa gauche, Sam Nielsen se saisit des commandes secondaires pour tenter d'aider le pilote, au visage déformé par une grimace d'effort. « Le tourbillon gravitationnel nous attire, dit-elle en accrochant Sam du regard l'ombre d'un instant. Des bruits sinistres se faisaient entendre dans l'habitacle. La structure du petit vaisseau était soumise à un stress énorme et menaçait de se fracturer. Les deux pilotes de fait se fiaient à leurs écrans, car un brouillard tournoyant était devenu la seule chose visible par la vitre. Kessler et Braxton étaient eux aussi verrouillés sur leur console pour surveiller l'intégrité du vaisseau. Cadorette, tant qu'à elle, ne pouvait rien faire de plus que de se fermer les yeux et de prier. « A.S.T. Soran, en navette éclaireur, nous venons vous chercher. »« Non, amiral, nous pouvons nous en sortir. » Il ne faut pas que le Soran se fasse prendre dans ce tourbillon. Il était rare que le capitaine emploie un ton aussi autoritaire à l'endroit de son supérieur. Mais elle avait raison. Un navire de la taille du Soran serait impossible à sortir d'une telle vrille. Compris, capitaine. Cassandre savait bien qu'Andy ne devait pas aimer la laisser risquer sa vie sans qu'il ne puisse réagir, mais il avait toujours su faire les bons compromis. Quoiqu'elle ait eu une certaine influence sur son supérieur et qu'il ne soit devenu un peu moins pragmatique avec les années. Les secousses étaient de plus en plus violentes. La jeune femme commençait à douter de sa capacité à sortir de cet enfer. Une fois qu'ils arriveraient au centre du tourbillon, s'il ne brûlait ou n'implosait pas avant, ils seraient projetés au loin et seraient sauvés. Soudain, un vacarme aussi bref qu'assourdissant se fit entendre avant que tout ne redevienne plus calme qu'une tombe. Le capitaine Garrett releva le nez de ses instruments pour vérifier si tout le monde allait bien. Kessler était couvert de sueur mais affichait toujours le même stoïcisme. Braxton se promenait d'un écran à l'autre pour voir ce qui s'était passé. Sam reprenait son souffle et Cadorette rouvrait tranquillement les yeux pour fixer la vitre intensément. Cassandre se retourna pour voir ce qui exorbitait ainsi l'assistante médicale. Au rapport, le voile mouvementé avait laissé place aux gouttes de magma géantes qui dansaient sereinement à quelques centaines de kilomètres devant la navette. « Nous sommes passés dans un trou, capitaine, » dit Kessler. « Quoi? » « Oui, des résidus d'antimatière troublent les forces de gravité dans le tourbillon. »« Ne devrions-nous pas être désintégrés dans ce cas? » laissa échapper l'officier médical incrédule. « C'est le cas, » fit entendre Braxton. « Nous n'avons plus d'ailes et de propulseurs droits. C'était ça, la dernière secousse. » Sauvés par l'ultime preuve qu'ils étaient venus chercher. La disparition du réacteur droit avait déséquilibré l'appareil de telle façon qu'ils avaient été projetés dans un contre-courant du tourbillon gravitationnel, qui les éloignait tranquillement de cette vision cataclysmique. « Soran à capitaine Garrett, tout va bien? » « Affirmatif, amiral, mais nous aurons besoin de remorquage dans quelques minutes, » répondit Cassandre en se permettant un soupir de soulagement. « Entendu. Et en ce qui concerne la mission? » « Nos soupçons étaient justifiés, Andy. Il s'agit bien des Axphasiens. »« Bien compris, capitaine. » A.S.T. Soran terminé. La dernière réplique de l'Égyptien avait été lancée sur le ton de celui qui apprend la date de sa mort. L'analyse de la jeune femme n'était pas hâtive. Elle avait parcouru toutes les données de transmission précédant la rupture de contact et s'était assurée qu'il n'y avait aucune expérience utilisant de l'antimatière en cours à ce moment. Si c'eût été le cas, les expériences illégales qui avaient lieu sur cette colonie auraient été découvertes par la police galactique et le gouvernement terrien n'aurait eu que lui-même à blâmer. Mais quoi qu'il en soit, quelques millions de personnes étaient mortes ce matin. Et qui que soient les responsables, les peuples de la Confédération terrienne exigeraient réparation.
Les Exphasiens avaient déclaré la guerre ouvertement et avaient fait en sorte que la nouvelle soit répandue. Sinon, pourquoi laisser une équipe d'investigation faire tranquillement son travail quand il était certain qu'un inquisiteur camouflé les observait silencieusement? Cassandre essayait de comprendre. Ces individualistes étaient connus pour attaquer sans raison, mais jamais des planètes. Et ils n'utilisaient leur armement antimatière que très rarement. Pourquoi soudainement annihiler brutalement une colonie qui était là depuis 10 ans? Après le rapport du jeune capitaine, les stratèges et les politiciens de chaque camp allaient une fois encore s'empêtrer dans la paranoïa et le fanatisme. Tout ça sous le regard impuissant de la populace. Décidément, la jeune femme s'était vouée à préserver un univers qu'elle n'arriverait jamais à comprendre.